Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est enfin ma vidéo top 50 des meilleurs matchs de l'année 2020. Donc oui, je vous l'avais promis depuis longtemps, elle sort enfin. J'ai eu beaucoup de vidéos à tourner, j'ai eu beaucoup de catch à regarder, donc j'ai pas trouvé spécialement le temps pour tourner et monter cette vidéo qui me prend du temps, donc beaucoup de temps. Vous imaginez puisque c'est quand même un top 50. Donc du coup, cette vidéo va durer longtemps. Je tiens tout d'abord à dire qu'il y a certains matchs que je n'ai pas vus et que vous pouvez me recommander dans les commentaires. Je n'ai pas tout vu. Par contre, il y a certains matchs que je voulais citer, par exemple, que beaucoup de gens ont adoré et que j'ai vraiment aimé, mais pas au point de mettre dans un top 50, comme Goshi Ozaki contre Keno du côté de chez Noah, ou encore Kento Mira contre Zeus du côté de chez All Japan. Voilà, c'est beaucoup de matchs que les gens ont adoré, que j'ai également adoré, mais pas au point de mettre dans un top 50. Et il y a certains matchs que les gens ont adoré et que je n'ai absolument pas aimé. Donc ça ne sert à rien de me recommander puisque je les ai pas aimés, comme Chris Jericho contre Hiroshi Tanahashi du côté de chez New Japan, ou encore Hiromu Takahashi contre El Desperado en finale du Best of Super Junior, encore du côté de chez New Japan. Mais il y aura de la New Japan dans mon top 50, vous en faites pas. Et d'abord, je vais commencer avec 5 mentions spéciales. Donc oui, en plus de mon top 50, j'ai décidé d'ajouter des mentions spéciales. 5, elles sont 5 pour 5 matchs que j'ai vraiment failli mettre dans mon top 50. C'est, on va dire, entre la 51e et la 55e position. Et donc, je vais commencer tout de suite avec la première mention spéciale, c'est Kazuchika Okada contre Shingo Takagi. Donc là, c'est du côté de chez New Japan, c'est dans le G1 Climax 30, le jour 13. Selon moi, un des meilleurs matchs qu'on a eu dans ce G1 Climax. C'est le match qui marque vraiment le réveil de Kazuchika Okada, même si il se fait évidemment carry par Shingo Takagi, qui lui donne un excellent match, où même le money clip porté dans ce match est utilisé à plusieurs reprises par Kazuchika Okada, ne me dérange pas. Donc voilà, Kazuchika Okada contre Shingo Takagi, c'est un très bon match avec un très très bon storytelling qui va presque dans mon top 50, donc c'est une mention spéciale, c'est la 55e place. Ensuite, en 54e, donc la deuxième mention spéciale, on a Taiji Ishimori contre Hiromu Takahashi, encore du côté de New Japan. Cette fois-ci, c'est le premier jour du Best of Super Junior 27. C'est selon moi le meilleur match du Best of Super Junior, où t'as Ishimori qui est absolument un dieu et Hiromu qui est dans une de ses rares grosses soirées. Voilà, Hiromu Takahashi qui est un catcheur, comme vous le savez, que je n'aime pas, qui me fait chier sur un ring. Mais à chaque fois qu'il est contre Ishimori, j'aime beaucoup, comme vous avez pu le voir dans ma review de Wrestle Kingdom, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Hiromu Takahashi, quand il est contre Ishimori, j'aime à chaque fois beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur de leurs 3 derniers matchs, donc celui du Best of Super Junior, celui de Summer Struggle et celui de Wrestle Kingdom. Ces 3-là, pour moi, le meilleur était au Best of Super Junior. Et Ishimori, c'est un dieu. Quand je le vois faire son pile driver sur l'apron, c'est incroyable. T'as un move qui m'a particulièrement impressionné dans ce match également, c'est une corner belly-to-belly suplex d'Hiromu Takahashi. Pourtant, il l'a fait tout le temps. Ce move, il le fait tout le temps. Hein. Hiromu Takahashi, c'est un catcheur qui fait tout le temps la même chose, qui me fait chier pour ça. Mais là, j'ai trouvé que ces spots étaient particulièrement bien préparés. J'ai pas spécialement compris le booking, mais j'ai bien aimé le match. J'essaierai de ne spoiler aucun match de Stop 50 ou enfin 55 du coup, pour que si vous vouliez voir ces matchs que vous n'avez pas vu, vous ne connaissez pas le résultat à l'avance. Donc du coup voilà, le 54e c'est Hiromu Takahashi contre Taichi Ishimori du Best of Super Junior. Donc je vais attaquer maintenant la troisième mention spéciale de Stop. Et c'est Mayu Iwatani contre Takumi Iroha, c'était chez Stardom, la Goddesses of Stardom Tag League, c'était le jour 4, ça s'est déroulé le 18 octobre dernier, et donc c'est le premier des 3 matchs dont je vais parler, des 3 matchs féminins, des 3 matchs de Joshi, dont je vais parler dans mon top, et c'était en octobre quand je l'ai vu, pour moi le meilleur match féminin de l'année, voilà, au 18 octobre, bon il a été détrôné quelques semaines après, et encore une fois, bon je ne spoilerai pas trop. Dans ce match, le selling de Mayu Iwatani est incroyable, comme toujours. Hein, c'est waouh, c'est le selling de Mayu Iwatani m'a vraiment vraiment marqué. Takumi, c'est une des meilleures au monde aussi, donc comment avoir un mauvais match entre ces deux-là? Je pense que c'est impossible. Mayu Iwatani actuellement, c'est probablement la meilleure catcheuse du monde, et ce match-là est juste vraiment fabuleux et bien meilleur que leur match de février qu'elles ont eu. À The Way to Major League, qui est, je trouve, un peu overrated leur match de février, mais là, c'est clairement
un excellent match qu'il faut voir, selon moi, un des meilleurs matchs féminins de l'année, en tout cas Mayu Iwatani contre Takumi Iroha chez Stardom. Et ensuite, en avant-dernière mention spéciale, je vais parler de Tetsuya Endo contre Yuki Ueno, c'était chez DDT, c'était à DDT Summer Vacation. Alors le match est absolument incroyable, selon moi c'est c'est le meilleur de leurs 3 matchs qu'ils ont eu en 2020. Ils en ont eu un au DDT TV après Peter Pan, ils en ont eu un autre dans le Dio Grand Prix. Et ce match-là, pour moi, c'est le meilleur des 3. Et Endo, c'est un dieu pour faire briller un jeune en plus du talent de Yuki Ueno, qui a vraiment brillé comme jamais. Là, dans ce match, c'est Endo qui fait briller Ueno. Et le match solidifie vraiment énormément le règne de Tetsuya Endo, même s'il avait eu lieu, même si Endo a pris le titre 2 mois, on va dire, avant le match. J'aime souvent pas les Spotfest, mais ce match m'a vraiment surpris et j'étais en plein dedans. Pendant toute la durée du match, j'étais vraiment dans le match et Tetsuya Endo, de toute façon, c'est l'un des rares mecs qui peut me faire aimer le Spotfest et là, il l'a fait à merveille pour moi, Tetsuya Endo contre Yuki Ueno. C'est un match à voir de cette année 2020, mais on est qu'en mention spéciale. Hein. Je vais parler des vrais matchs à voir absolument un peu plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment un excellent match, Tetsuya Endo contre Yuki Ueno de Summer Vacation, et je vous le recommande. Donc du coup, je vais passer à la dernière mention spéciale. C'est un match de chez AEW, c'était Kenny Omega et les Young Bucks contre les Jurassic Express dans un 3 contre 3 à Fight for the Fallen. C'est un match que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est un peu de Spotfest. Bah, t'as les Young Bucks, t'as Jungle Boy, Kenny Omega. C'est compliqué de pas faire de Spotfest. Mais là, je trouve ça particulièrement bien construit. Hein. C'est l'un des 4 matchs AEW dont je vais parler dans le top. J'aime pas trop AEW, comme vous le savez. J'aime même pas du tout. Je ne peux pas avoir cette promotion. Mais là, c'est vraiment un très bon match qui a été produit entre... voilà, Jungle Boy, pour moi, va vraiment, vraiment briller dans le match. Les Young Bucks vont un peu me saouler sans entrer trop... dans le spot mon team, c'est surtout les Kenny Omega, Jungle Boy et Luchasaurus de sa position de big man un peu fort, un peu agile, que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et en tout cas, pour moi, ce 3 contre 3, c'était vraiment un très bon match qui mérite, selon moi, d'être dans mes mentions spéciales. Et donc, nous allons désormais attaquer mon top 50 de l'année. Et en 50e position, nous avons Will Ospreay contre Zack Sabre Jr. du côté de chez New Japan Pro Wrestling. C'était à New Beginning in Sapporo. Ça s'est déroulé le 2 février. Alors, j'ai vraiment adoré le match. Et le match, je le trouve vraiment incroyable, dans le sens où Zack Sabre Jr., c'est un catcheur que vraiment j'adore. Zack Sabre Jr., c'est un de mes catcheurs préférés. Will Ospreay, j'ai beaucoup de mal, surtout quand on entre en février, j'ai encore plus de mal avec quelqu'un comme Will Ospreay. Et Zack Sabre Jr., à cette époque-là, c'est le seul qui peut me faire vraiment adorer un match de Will Ospreay, ou enfin le seul, vraiment quasiment le seul, et c'est celui qui me fait le plus souvent adorer un match de Will Ospreay. Et je trouve que ce match est excellent. Techniquement, je trouve que le match, il a aucune faute. C'est vraiment de la technique comme sait le faire Zack Sabre Jr., comme je sais l'adorer. Et Will Ospreay me surprend vraiment dans ce match de par son excellente performance et où il arrive à suivre le rythme techniquement. Il y a un peu de spotfest parce que Zack Sabre Jr., c'est quelqu'un qui ne sait pas faire que de la technique, il sait aussi bouger vite, même si ça rentre pas dans le spotfest, hein, jamais, évidemment. Et heureusement, c'est ce qui fait la spécialité du catcheur et c'est ce qui fait que j'adore ce catcheur, Zack Sabre Jr. Et ce match est très très bien construit, vraiment de l'excellent catch entre deux vraiment dans l'in-ring pur, ces deux excellents catcheurs. Et Zack Sabre Jr. pour moi donne l'un des meilleurs matchs de l'année de Will Ospreay. Et c'est ce qui fait que ce match est en 50e position. Et donc, on va passer maintenant à la 49e position de mon top. Et c'est Edge contre Randy Orton du côté de WWE Backlash. Alors oui, il y a des matchs de WWE dans mon top. On reverra un peu plus tard. Il y a des matchs quand même assez hauts de WWE dans mon top. Et ce match-là, c'est le premier dont je parle. Il n'est tout simplement pas plus haut à cause des cuts, à cause des cuts qu'il y a eu dans ce match, tout simplement. C'est un match qui était vraiment overhype par WWE, Edge contre Randy Orton. Et c'est un match qui a su rester vraiment excellent dans le contexte, avec de l'excellente psychologie de la part de Randy Orton, un très bon heel work, un Edge vraiment excellent qui fait, selon moi, les 3 matchs qu'il fait depuis son retour, c'est 3 excellents matchs. Celui-là, c'est le premier des deux dont je vais parler
d'Edge. Et ce match de WWE Backlash, pour moi, c'est le meilleur des 2 matchs qu'il a eu contre Randy Orton, en tout cas meilleur que celui de WrestleMania, que j'avais tout de même adoré, même si je sais qu'il avait été mal aimé par la plupart du monde. J'avais vraiment adoré ce match, mais pas au point de le mettre dans mon top 50 non plus, faut pas déconner. Mais ce match-là de Backlash, malgré les cuts, est un match qui reste vraiment excellent à voir, avec vraiment, c'est le type de match, c'est un bon heel, un bon face, et ils se rencontrent dans une rencontre qui ne peut être qu'excellente. Donc voilà, c'est ce qui lui vaut ma 49e position du top. En 48e place, j'ai Tessa Blanchard contre Sami Callihan à Impact Wrestling Hard to Kill. C'est un match que je trouve fantastique avec beaucoup de suspense. Franchement, c'est avant la fin, je dirais pas qui a gagné, mais avant la fin, tu sais pas qui va gagner. C'est vraiment génial. Et là, c'est vraiment un énorme combat. Probablement le meilleur intergender match que j'ai pu voir. Clairement, Sami Callihan a un heel work absolument génial, et c'est ce qui fait tout l'intérêt du match. C'est vraiment que Callihan veut détruire Tessa Blanchard. C'est génial. Et franchement, la rivalité, en plus, elle date d'il y a 8 mois, et ça fait 8 mois qu'ils sont en train de se péter la gueule quasiment à chaque fois. Et ce match est pour moi un des meilleurs matchs de l'année à Impact, même si je parlerai plus tard d'Impact, puisque j'ai des matchs encore plus hauts à Impact, et des matchs même très très hauts. Impact, c'est une compagnie que j'adore, malgré ce qui se passe en ce moment avec l'invasion de l'Elite Wrestling, qui pour moi est en train de tuer un peu Impact Wrestling, mais ça c'est pas le sujet. Et voilà, Tessa Blanchard contre Sami Callihan, en tout cas c'est mon 48e match de l'année. Et on va reparler tout de suite d'Impact, puisque le 47e match de l'année, selon moi, c'est The North contre The Rascals à Impact Wrestling Sacrifice. C'était un match où The North défendait les championnats par équipe, et donc c'est clairement pour moi à peu près du même level que Blanchard Callihan, c'est qu'une place au-dessus, voilà. Le match est génial, franchement, c'est ce qu'on peut voir de mieux, selon moi, du règne de The North, clairement. Ils ont là un excellent match, et franchement, The North, c'est une équipe que j'adore. Mais là, The Rascals, ils ont été à leur niveau, et c'est de la X-Division sans rentrer dans le Spot Monkey. Voilà, c'est vraiment tout le style des Rascals sans rentrer dans le Spot Monkey. Ça combine bien, c'est excellent. The North, encore une fois, ils sont excellents. Ethan Page, le charisme, Josh Alexander, l'in-ring, comme j'ai l'habitude de dire, c'est du The North dans le texte, et ça ne peut être qu'être bon. Et là, c'est vraiment excellent au point de rentrer dans mon top 50. Donc, c'est mon 47e match de l'année. C'est The North contre The Rascals. En 46e, je vais parler d'un match que beaucoup de gens n'ont pas apprécié. C'est un match chez New Japan Pro Wrestling. Donc, pour prouver mon objectivité, voilà, j'ai apprécié vraiment beaucoup un match de New Japan que beaucoup de gens n'ont pas aimé. C'est Tetsuya Naito contre Evil du côté de New Japan Pro Wrestling Power Struggle. C'est un match qui s'est déroulé en novembre. Donc voilà, moi je mets ce match-là tout simplement pour la performance de Tetsuya Naito, que je trouve absolument fabuleuse. La performance de Naito est vraiment incroyable. D'un match qu'on voit pour la 4e fois depuis le mois de juillet. Voilà, c'est la 4e fois qu'on a ce match depuis le mois de juillet. À chaque fois, c'était overbooké, chiant. Vraiment, à part celui de Dominion que je mets un peu au-dessus des deux autres, mais dans le G1 Climax et à Summer Struggle, vraiment, c'était pas bien. Vraiment pas bien du tout. Et là, Tetsuya Naito parvient à faire une performance de façon à me faire aimer un match d'Evil Hill. Voilà. Et ça, un point où je n'en pouvais plus de voir Evil en heel, où c'était vraiment, vraiment le gouffre de voir Evil en heel. Et là, Naito parvient à faire une performance digne d'un des meilleurs catcheurs du monde, qu'est Tetsuya Naito. Et franchement, je recommande ce match parce que il parvient à installer une atmosphère qui est vraiment pas habituelle pour un combat d'Evil en heel, ou en tout cas comment je l'ai ressenti. Et ce match, pour moi, de par les enchaînements de Naito, qui a réussi à faire bien catcher Evil, de base, il faut quand même rappeler que c'est vraiment un très très bon catcheur, et que quand il catch, c'est toujours très bien. Et là, il a catché grâce à Tetsuya Naito. Et ce match, grâce à ça, j'ai vraiment été très surpris par ce match, et ça lui vaut ma 46e place dans mon top. Et du coup, on va parler en 45e position de DDT, puisque c'est Konosuke Takeshita contre Arashima dans le jour 7 du Dio Grand Prix, qui est le plus gros tournoi de l'année de chez DDT. C'est selon moi le meilleur match de ce Dio Grand Prix. Konosuke Takeshita contre Arashima, c'est une masterclass de storytelling où tout simplement Takeshita a perdu la confiance à cause de Arashima, qui lui avait pris le titre en novembre 2019, le titre KOD Openweight. Takeshita, en 2019, c'est l'ace de la DDT, et il perd le titre contre Arashima. Arashima
Depuis ce temps-là, bon, il n'aura pas eu un long règne non plus. Arashima, après sa perte du titre contre Masato Tanaka, va également avoir une petite descente aux enfers. Et les deux vont se retrouver dans la mid-card pendant un an, où chacun aura vraiment perdu confiance. Et pendant tout le Dio Grand Prix, c'est un peu la route de Takeshita vers la reconfiance. Sauf que Arashima, c'est le dernier mec de bloc qui se présente face à lui. Et dans un match, je vais pas dire le résultat, et dans un match où le storytelling est incroyable justement par rapport à cette perte de confiance de la part des deux hommes, et surtout de la part de Takeshita, vaut clairement pour moi sa place dans mon top 50 parce que les émotions que j'ai ressenties durant ce match, de par le storytelling de ce match, sont absolument fabuleuses. Et Takeshita et Arashima, ces deux mecs, à chaque fois qu'ils sont dans le ring l'un contre l'autre, me font vraiment vibrer. Et selon moi, ce match-là est vraiment un match à retenir de 2020 pour l'année de chez DDT. Un match très important, donc pour les deux hommes, comme il est présenté. Et Takeshita et Arashima, c'est pas possible d'avoir un mauvais match entre les deux, tout simplement. Et donc voilà, ça vaut ma 45e place dans mon top. On va passer maintenant à la 44e place, et c'est le premier match dont je vais parler de chez Pro Wrestling Noah. C'est Go Shiozaki qui défendait son titre JC Heavyweight contre Naomichi Marufuji. C'est un match que j'ai absolument adoré. C'est un match que je trouve vraiment sous-coté de l'année de chez Noah. Une défense pas anodine, hein, tout sauf anodine pour Go Shiozaki contre Naomichi Marufuji, contrairement à ce que beaucoup de monde le pense. C'est une de mes défenses préférées, hein, de Go Shiozaki, évidemment. C'est un énorme règne qu'il a, Go Shiozaki, une énorme année, et ce match contre Marufuji le prouve vraiment, où pour moi c'est meilleur qu'un Shiozaki Keno, qu'un Shiozaki Saito, qu'un Shiozaki Fujita, ou enfin voilà, Shiozaki Fujita qui est globalement, je pense, la défense de Shiozaki que j'ai le moins aimé. Enfin, j'ai quand même mis 3,5, donc voilà, c'est quand même bien. Mais ce match-là, c'est pour moi absolument sous-coté. Et tout ça parce que c'est une semaine avant le Shiozaki contre Keno que beaucoup de monde a adoré, que j'ai vraiment bien aimé sans aller dans le 5 ou voilà. Mais Shiozaki, il a l'air tellement fort. Et Marufuji aussi, où il y a des spots, mais c'est incroyable, c'est tellement bien amené. C'est les kicks de Marufuji sont incroyables, hein, franchement, c'est waouh. Oh, les kicks de Marufuji sont absolument fabuleux dans ce match. Et même en général, hein, Naomichi Marufuji, c'est un quelqu'un qui me fait kiffer malgré le fait qu'il ait pris un peu d'âge et qu'il ait passé la quarantaine, qu'il a 41 ans déjà, Naomichi Marufuji. Mais ce match, pour moi, c'est une des meilleures défenses de Go Shiozaki. C'est un des meilleurs matchs de l'année de chez Noah. Noah qui a fait, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, une année absolument incroyable. Et donc voilà, c'est le premier des nombreux matchs dont je vais parler de chez Pro Wrestling Noah. Et c'est le premier des nombreux matchs dont je vais parler de Go Shiozaki, pardon. Et donc du coup, ensuite, on va passer à mon 43e match de l'année. C'est un match de chez New Japan, pardon. C'est Kota Ibushi qui faisait équipe avec Hiroshi Tanahashi contre Taichi et Zack Sabre Jr. pour les championnats par équipe heavyweight. Donc voilà, c'est la première défense de Ibushi et Tanahashi de retour du confinement. Ça se passe à Dominion. C'est selon moi le meilleur match de Dominion, hein, sans conteste. Clairement, j'avais adoré également le Shingo contre Sho, mais pas à ce point-là. Le match donc entre les Ibushi Tanahashi et les Dangerous Takers, c'est un des meilleurs matchs par équipe de l'année. C'est probablement le meilleur match par équipe de l'année de chez New Japan. On voit énormément Zack Sabre dans le match. Il fait une excellente performance. On voit pas trop Ibushi, par contre, c'est surtout du Tanahashi ou Zack Sabre. Franchement, Zack Sabre, c'est le meilleur mec pour faire briller Hiroshi Tanahashi, et Tanahashi, c'est le meilleur mec pour faire briller Zack Sabre. Alors forcément, quand t'as un long face-off comme ça entre les deux, ça ne peut être qu'incroyable. Et ça l'est. Tanahashi et Zack Sabre m'ont vraiment fait vibrer durant ce match. Et le match, techniquement, est énorme. Hein. Waouh. Le storytelling est génial aussi dans ce match. C'est vraiment un excellent match par équipe. L'un de mes 2 contre 2 favoris de l'année en tout cas, donc entre ces deux équipes, un match que je vous conseille bien. On va passer maintenant du côté de chez NXT, puisque mon 42e meilleur match de l'année n'est nul autre que Finn Balor contre Damian Priest à NXT TakeOver In Your House. Ce match pour moi est vraiment excellent et sous-coté. C'est le meilleur match de Damian Priest que j'ai pu voir en tout cas.
Finn Balor le fait vraiment briller. Damian Priest fait vraiment briller. Finn Balor, ça commence dès le début. T'as Finn Balor qui arrive, qui fait son shotgun dropkick sur Priest dès le début du match. Franchement, ça commence fort et ça ne s'arrête plus. Euh, avec vraiment du bon catch, des bons spots, bien pensés, inventifs. Et une action qui me garde investi tout le long, même si c'est pas trop long, ça dépasse pas les 20 minutes, hein, le match dépasse pas les 20 minutes. C'est vraiment un match qui est court par rapport à ce que j'aime, mais qui reste vraiment, vraiment excellent et qui mérite amplement, selon moi, d'être cité dans ce top 50. C'est l'un des meilleurs matchs de l'année du côté de chez NXT, j'en parlerai un peu plus tard, il y a quand même quelques matchs du côté de chez NXT que j'ai mis plus haut, hein. Mais Finn Balor contre Damian Priest, pour moi, c'est un excellent 1 contre 1 qui est, selon moi, le meilleur match ever de Damian Priest, Punishment Martinez confondu. On passe maintenant au 41e match de l'année dans mon top. C'est Daisuke Sasaki contre Tetsuya Endo pour le titre KOD Openweight. Ça se passait du côté de DDT Ultimate Party. C'est une énième, c'est la première défense de Tetsuya Endo où il n'est pas contre Yuki Ueno. Voilà, c'est contre Daisuke Sasaki qui est vraiment le co-leader de Damnation avec lui. Donc Sasaki contre Endo, c'est vraiment un match où, franchement, le storytelling est magnifique. Où t'as plein de contres, où tu sens que les deux mecs se connaissent, mais par cœur. Tu sens vraiment que les deux mecs se connaissent par cœur et c'est waouh. Tu te dis putain, c'est incroyable. Le storytelling est incroyable. Tout est logique. Du début à la fin, à part la fin 1. La fin, j'ai un peu de mal, j'expliquerai pas pourquoi, parce que sinon ça va spoiler le vainqueur du match. Mais ce match est selon moi vraiment, vraiment excellent. Et la meilleure défense de titre de Tetsuya Endo, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des défenses qui vont suivre, notamment prochainement contre Jun Akiyama qui a gagné le Dio Grand Prix. Mais enfin voilà, c'est génial. Sasaki contre Endo, c'est vraiment, t'as un peu d'overbooking avec Poli pendant le match qui frappe Endo avec une chaise, tout ça, où tu vois vraiment au début du match où tous les mecs sont avec Endo, finalement il commence à tourner avec Sasaki un peu, et Sasaki limite le mec il met en jeu sa vie quoi. Et les contres qu'il y a dans ce match, mais c'est tellement magnifique. À un moment dans le match, j'étais debout. Enfin bref, voilà. Match génial, la meilleure défense de titre KOD Openweight de Tetsuya Endo, et ça lui vaut en tout cas ma 41e place dans mon top. En 40e, on va parler du deuxième des 4 matchs de chez AEW dont je vais parler. C'est Pac contre Kenny Omega dans un Iron Man match de 30 minutes. C'est un match, pour un Iron Man match, je trouve que le match est très bien construit. Il n'y a pas spécialement de storytelling, c'est vraiment juste de l'in-ring où les deux mecs veulent savoir qui est le meilleur performeur de chez AEW, clairement. Et c'est un de mes Iron Man match favoris, en tout cas. C'est pas mon favori, parce qu'il y en a que j'ai évidemment préféré. C'est vraiment un match où je me suis dit au début, putain, les 30 minutes, ça va pas passer spécialement vite. Et en fait, c'est passé vraiment, vraiment hyper vite. Pas contre Kenny Omega, c'est un match qui est passé hyper vite. Et tu savais, et le pire, c'est que tu savais la durée du match avant. Enfin, voilà, en tout cas, je ne spoil rien, mais ce match est selon moi vraiment excellent et qui prouve, selon moi, le talent vraiment incroyable de Pac, qui est même dans ce match meilleur que Kenny Omega, hein, on va pas se mentir. Mais enfin voilà, le match est surtout concentré autour de Pac, qui a des excellents spots, notamment un spot avec un énorme splash à travers une table, enfin un spinning splash magnifique. Et enfin voilà, vraiment excellent match, c'était dans le AEW Dynamite du 26 février. On passe maintenant au 39e match de l'année selon moi. C'est un match de chez DDT, cette fois voilà c'est DDT. Ihok et Tetsuya Endo, les Damn Earths qui ont fait équipe contre Konosuke Takeshita et Akito dans le DDT TV du 13 juin. Donc du coup ce match c'était chez DDT, c'était le 13 juin. C'était un super match par équipe, un de mes matchs par équipe préférés de l'année, hein, clairement. Le storytelling était vraiment génial, entre Endo et Takeshita surtout. C'est le match qui a vraiment commencé à révéler T-Hawk chez DDT avant son King of DDT. J'en parlerai un peu tout à l'heure. D'ailleurs, un match de T-Hawk dans le King of DDT. Mais voilà, c'est clairement le meilleur match que j'ai pu voir avec Akito. Takeshita et Endo, c'est dans le texte, ils se connaissent, ils cachent super bien, donc ça ne pouvait être qu'un bon match. Voilà, c'est un match un peu random sur la carte, et ça amène juste après le Endo contre Ueno pour le titre KOD Openweight. Mais ça a tout son sens en matière de storytelling, et vraiment, j'ai adoré le match. Du coup, on passe à mon numéro 38, et le numéro 38 de mon top, c'est les Brotherweight contre Mark Andrews et Flash Morgan Webster dans le NXT du 15 janvier. C'était le premier tour
du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et ce match, d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'était vraiment un match incroyable qui se voulait un peu PWG, mais en match bien. C'est vraiment, c'est du spot fest, l'action ne s'arrête jamais, mais c'est vraiment bien construit. Vraiment, le selling est génial dans le match. Le selling, surtout de Matt Riddle, est vraiment génial. Et ça montre bien, à mon avis, le, le talent de la division par équipe de NXT UK à l'époque, hein, pas, parce que maintenant la division par équipe de NXT UK c'est un peu mauvais, hein, on va pas se mentir. Mais pour un NXT à l'époque, dans le Dusty Rhodes Tag Team Classic qui se voulait en mettant en avant NXT UK, ils l'ont fait de belle manière. Les Brotherweights, c'est une équipe géniale, franchement. Matt Riddle m'intéresse surtout quand il est en équipe. En solo, ça m'intéresse un peu moins, à part en ce moment dans le main roster où je sens qu'il commence vraiment à m'intéresser un peu plus. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, Brotherweights contre Mark Andrews et Flash Morgan Webster, c'est un match que je conseille et qui est 38e de mon top. Du coup, ensuite, on va passer au 37e match et c'est le deuxième des 3 matchs féminins dont je vais parler dans cette vidéo. C'est Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto, donc les best friends, contre Saori Anou et Tsukushi. C'était chez Ice Ribbon à October Ribbon Fest. Ça s'est déroulé le 31 octobre dernier. C'est mon deuxième match féminin préféré de l'année. C'est un match par équipe excellent où le storytelling est vraiment génial, surtout entre Tsukasa et Tsukushi. Tu sens vraiment que les deux meufs se détestent. On voit pas trop Saori pendant le match, mais c'est pas embêtant parce que Tsukasa Fujimoto et Tsukushi vont vraiment carry le truc. Arisa Nakajima est également génial dans le match, hein, c'est Arisa Nakajima. Et quand on voit les quatre, déjà quand on voit les 4 noms, il n'y a aucun doute que ça va être un bon match. Et là, c'était vraiment incroyable. L'action est non-stop et super bien construite avec un bon storytelling. Donc, franchement, je suis en charme sur ce match. Et Tsukasa Fujimoto MVP du match d'ailleurs. Donc, du coup, c'est mon 37e meilleur match de l'année. On passe maintenant au numéro 36. Et le numéro 36, c'est Kai et Bibi Hulk contre Yamato et Casey à Dragon Gate, The Gate of Origin. C'était un match pour les championnats Twin Gate. Et simplement, ce match, il se résume beaucoup à Kai contre Yamato, parce que Kai avait trahi Yamato lors du Dangerous Gate un peu plus tôt dans l'année, en septembre. Et là, c'est vraiment le match où les mecs se rencontrent vraiment une dernière fois, où ils peuvent une dernière fois se casser la gueule, et ils le font super bien. Yamato est incroyable pendant le match, hein. Yamato dans le match, le mec a tellement de charisme, tu sens clairement qu'il est déterminé. Et déjà, tu ressens la première évolution qu'il y a dans le personnage de Yamato après la trahison de Kai. C'est dans ce match que tu le ressens vraiment. Et BBL, comme d'hab, les strikes, c'est génial. Et le storytelling entre Kai et Yamato m'a fait vraiment, vraiment kiffer le match. Ou même Casey, hein, j'en ai pas parlé parce qu'il est pas super important dans le match, mais Casey fait une très bonne perf, hein, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, pour faire un match comme ça, il faut être 4 et les 4 ont clairement été au rendez-vous avec Yamato et Kai qui sont géniaux. Kai en heal, c'est génial, hein. Kai, depuis son arrivée dans le clan Red, waouh, c'est le mec a tellement de charisme, alors qu'avant on s'en foutait un peu. Et là, il déborde de charisme, et il est vraiment incroyable. Et du coup, on va passer maintenant au 35e match de mon top. C'était à AEW Double or Nothing. C'était The Inner Circle contre The Elite dans un Stadium Stampede match. C'est un match, malgré le fait qu'il soit assez vide, hein, en termes de storytelling, il n'y a rien. Le match est vide complètement. Donc vous allez vous demander mais pourquoi j'ai mis ça dans mon top. Parce que tout simplement, j'ai passé un super moment devant le match. Il y a eu des spots géniaux. L'inventivité dans ce match est juste incroyable. Et je trouve qu'AEW a réussi en tout cas son pari de faire un excellent cinématique match. Euh, Parce que malgré le fait que tu t'attends à un truc super en termes de storytelling, et le truc c'est qu'il n'y a pas de storytelling. Mais il y a des spots vraiment inventifs. Il y a une bagarre dans un bar entre Egan Page et Jake Hager que j'avais adoré. Le finish est incroyable avec le One Wing Angel de Kenny Omega sur Sammy Guevara du haut d'une tribune de stade. Enfin voilà, le match, en termes d'inventivité, c'est génial. Et ça lui vaut ma 35e place dans mon top. On va passer maintenant au 34e match de mon top. C'est Finn Balor contre Kyle O'Reilly à NXT TakeOver 31. Alors, ce match, c'est pour moi le meilleur main event de NXT TakeOver qu'on a eu depuis Wargames 2019. Finn Balor contre Kyle O'Reilly, c'est malgré le fait qu'il y ait une fausse foule, et tu sens clairement qu'il y a une atmosphère qui est incroyable pour Kyle O'Reilly qui a sa première chance au titre de NXT. Finn Balor qui le respecte et tout, et les mecs vont se défoncer. Finn Balor, il leur sort la mâchoire complètement pétée, et Kyle O'Reilly fait une performance incroyable qui montre vraiment. Ce match, c'est vraiment le symbole de l'accession de Kyle O'Reilly au main event à NXT, et c'est vraiment un match techniquement incroyable. Finn Balor contre Kyle O'Reilly,
C'est pas un 5 étoiles, mais vraiment limite selon moi. C'est du 4-3 quarts. Enfin, ce match est incroyable. La performance des deux est géniale. Les enchaînements, les strikes, la technique que tu as entre les deux, c'est juste génial. Et c'est la première fois qu'ils se rencontraient et clairement, ils ont donné vraiment une performance athlétique absolument géniale. Les deux mecs, après, moi je suis quelqu'un qui sous-estimait pas trop Kyle O'Reilly avant. Donc je sais à quel point Kyle O'Reilly pardon, est talentueux. Et là, il a prouvé vraiment le mec éclate dans ce match. Le mec éclate aux yeux du monde dans ce match, Kyle O'Reilly. Et c'est vraiment un symbole. Ce match est un symbole en tout cas. Et c'est un main event de NXT TakeOver qui est absolument incroyable, hein. Et donc du coup, il est 34e de mon top. Et en 33e match, je vais parler de Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr. C'était dans le G1 Climax 30 le jour 4. C'est mon troisième match préféré de ce G1 Climax. Le match, clairement, c'est une clinique de catch. C'est une leçon de catch pendant 28 minutes. C'est un truc parfait, en fait. C'est du Zack Sabre dans le texte, du Naito dans le texte. C'est techniquement incroyable. Les moves qu'il réalise sont absolument magnifiques. Les contres de Zack Sabre, enfin, techniquement, c'est parfait, quoi. C'est une leçon de catch, ce match. C'est vraiment un match qu'il faut montrer dans une école de catch parce que tout est parfait, tout est. Quand j'ai vu le match, je me rappelle, je me disais, mais waouh, mais comment ils font? Mais Zack Sabre Junior, en plus, je suis grand fan. Naito, je suis grand fan. Et clairement, Naito, c'est un match où il arrive techniquement à sortir une perf incroyable. Et Zack Sabre porte le match, hein. Zack Sabre porte le match. Zack Sabre, ce qui est impressionnant, c'est que le mec arrive à carry tout le monde, même Naito, quoi. Même Naito se fait carry par un Zack Sabre. Et ça, je trouve ça quand même une performance assez fantastique. Mais de toute façon, tout le match est fantastique et c'est clairement 28 minutes que je conseille à mort parce que c'est une clinique de catch et c'est vraiment hautement conseillé de ma part. Donc du coup, ensuite, on va passer au 32e match de mon top. C'était Takashi Sugiura et Kazushi Sakuraba contre Goshi Ozaki et Katsuhiko Nakajima. On rentre, ça y est, dans les gros matchs de Noah. Je vais en parler un peu plus tard. Je vais en parler beaucoup de Noah, d'ailleurs, sur la fin de ma vidéo. Et ce match, c'était un match pour les championnats par équipe qui avait été rendu vacant par René Dupré et El Hijo del Dr Wagner Jr. Le match avait lieu à Kawasaki Go fin août, début septembre. Le show a été diffusé le 4 septembre et tourné fin août. Donc du coup, ce match, c'est euh, l'accession de Katsuhiko Nakajima, vraiment qui heel turn sur Goshi Ozaki après le match. C'est vraiment l'accession de Katsuhiko Nakajima, un personnage bien plus développé. Donc ça, c'est un moment assez marquant de l'année chez Noah. De toute façon, le heel turn de Katsuhiko Nakajima. Et de toute façon, pendant tout le match, c'est des mecs qui s'échangent des coups, mais de manière incroyable. C'est Shiozaki, c'est les Atemi, Sugiura, c'est des coups d'avant-bras, Nakajima, c'est des kicks, et pendant plus de 30-35 minutes, les mecs se tapent sur la gueule, et moi je kiffe ça, quoi. Goshi Ozaki fait une performance sensationnelle, Sugiura également, même Sakuraba est super, hein. Sakuraba, dans son style un peu technique, j'ai tendance à le décrire un peu, mais dans le match, il est super. Et clairement, Goshi Ozaki est tellement impérial dans ce match, c'est juste waouh, quoi. Et l'après-match avec Nakajima qui il turn, ça rajoute encore plus de drama à ce qui se passe, sachant qu'il est vénère contre Shiozaki et qui est son meilleur ami. Enfin voilà. Mais le match en soi est incroyable. C'est plus d'une demi-heure, mais clairement tu vois pas le temps passer. Et d'ailleurs, Sugiura fait une de ses meilleures performances de l'année. D'ailleurs, au passage. Donc du coup, c'est tout pour mon 32e match de l'année. On va passer à mon 31e meilleur match de l'année. C'était Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano dans un One Final Beat à NXT le 8 avril. Euh, c'est un match cinématique que je trouve vraiment génial. Il y a juste la fin qui est vraiment décevante. J'en parle pas pour pas spoiler si vous n'avez pas vu le match et vous comptez le voir grâce à la vidéo. Mais la fin est vraiment décevante. Mais le combat entre Ciampa et Gargano en soi, en termes de storytelling, tu sens que Gargano déteste ce Ciampa, vraiment il veut le défoncer. Et Ciampa également. Et Ciampa, il est vénère. Ciampa, il est vénère aussi. Et Ciampa, il joue tellement bien le mec vénère, mais en babyface, tout en restant babyface. Et il est vraiment génial dans tout ce qu'il fait Tommaso Ciampa dans le match. Donc franchement, le match est incroyable et hautement recommandé de ma part. C'est d'ailleurs un des meilleurs matchs qu'il y a eu cette année à NXT et un des meilleurs matchs cinématiques qu'il y a eu cette année dans tous les cas. Donc du coup, on va passer maintenant au numéro 30 de mon top. C'est Injustice contre Jinetes del Aire. C'est le seul match qu'il y a dans mon top de MLW. Ça s'est déroulé le 2 mai. C'était lors des Super Series entre MLW et AAA. C'était un 3 contre 3. Et ce 3 contre 3 est génial. C'est un peu technique. Beaucoup de gros spots impressionnants, mais bien amenés, bien construits.
Voilà. C'est pas du vieux spot fest sans selling que je déteste habituellement. C'est vraiment bien construit. Et Myron Reed fait une excellente performance dans le match. Myron Reed, qui était à l'époque champion middleweight de MLW, qu'il a perdu récemment contre Lio Rush d'ailleurs. Mais pour moi, c'est le meilleur match cette année à MLW et probablement même le meilleur match dans l'indie américain de l'année, vu que je ne considère pas Impact comme de l'indie, mais c'est le meilleur match de l'indie US de l'année. C'est vraiment incroyable, même si ça se déroulait au Mexique, hein, et que c'est parce que c'est un partenariat MLW AAA. C'est vraiment diffusé sur MLW, prôné par MLW en fait les shows. Donc du coup voilà, on va passer maintenant au numéro 29 de mon top. C'est le meilleur match de l'année d'Evil Hill. C'était Evil contre Hiromu Takahashi à NJPW Sengoku Lord Nagoya. s'est déroulé le 25 juillet dernier. Alors ce match, c'est surtout du storytelling. Parce que malgré certaines interventions de Dick Togo qui étaient malgré tout pas marquantes, hein, c'est vraiment le match où Evil Hill a le plus catché. Et c'est le meilleur match d'Evil Hill de l'année. Hiromu Takahashi fait une excellente performance de Babyface. À un moment, Evil il lui fout des German suplex dans la gueule. C'est incroyable. C'est vers la fin, t'as des grosses German suplex d'Evil, mais c'est waouh. Tu t'as mal pour Hiromu et surtout que les deux mecs se connaissent bien, ils ont été Young Lion ensemble et ça tu le ressens vraiment. Tu le ressens dans le regard d'Hiromu, dans tout ce que fait Hiromu. C'est vraiment un match qui a un sens du début à la fin. La fin est super bien amenée et voilà, ça pouvait pas être plus haut parce que on a eu tellement une année riche en bon catch que voilà, mais c'est un match que je conseille évidemment vraiment fort. C'est le seul match, pas le seul match puisque j'en ai parlé un peu plus tôt d'Evil Hill, mais c'est le match que je conseille en tout cas le plus d'Evil en Hill depuis son heel turn lors de la finale de la New Japan Cup. Du coup, on va passer maintenant au numéro 28 de mon top. J'en avais parlé tout à l'heure, j'en reparle maintenant, c'est T-Hawk contre Tetsuya Endo lors de la finale du King of DDT. Ça s'est déroulé en août dernier. Alors le match est incroyable, juste c'est largement le meilleur match du King of DDT. C'est Tetsuya Endo, il s'est fait éliminer au premier tour du King of DDT pour revenir dans la course. Et là, en finale, il affronte son partenaire tag, l'un de ses partenaires tag, en tout cas dans les Damned Earth. Et T-Hawk vraiment délivre une performance incroyable dans un match un peu spot fest où Endo fait tout en fait. Endo fait tout et c'est pas contre T-Hawk, mais Endo est tellement impérial et T-Hawk brille vraiment de mille feux comme j'en avais parlé tout à l'heure avec Yuki Ueno contre Tetsuya Endo. Et en fait, c'est un peu la même chose, mais c'est vraiment encore mieux. Vu que c'est la finale du King of DDT, Kendo affronte son partenaire, qui a quand même un gros enjeu. C'est pour moi plus haut que le main event de Summer Vacation, même si c'était pour le KO du Openweight. Je trouve que là, il y a quand même un plus gros intérêt dans le match, en tout cas, surtout pour T-Hawk et pour la révélation que ce match lui donne. Donc voilà, c'est le 28e match de mon classement. On va passer maintenant à mon numéro 27. Et mon numéro 27, c'est mon deuxième match préféré du G1 Climax 30. C'était le jour 15. C'était Tomohiro Ishii contre Kazuchika Okada. C'est la seule fois, à part contre Kota Ibushi, où Kazuchika Okada s'est bougé cette année. C'est vraiment un match absolument incroyable où aucun des deux a l'air meilleur que l'autre. Le storytelling est incroyable. Quant à Okada qui fait son top rope dropkick sur Ishii et Kishi no sell, c'est incroyable. Franchement, j'ai fini le match, j'étais debout. C'est vraiment l'un des deux must-see de ce G1 Climax, selon moi. Bon, avec Naito Zack Sabre aussi, je peux le compter, donc l'un des trois must-see de ce G1 Climax cette année, même si le G1 Climax n'était pas fou cette année. Mais en tout cas, Ishii contre Okada, c'est clairement un match à voir. Et c'est avec un match dont je parlerai tout à l'heure, la seule fois où Okada s'est vraiment bougé et a fait une très grande performance. Donc voilà, c'était le jour 15 du G1 Climax, Tomohiro Ishii contre Kazuchika Okada pour mon numéro 27. On passe maintenant à mon numéro 26. Le numéro 26, c'est le meilleur match de l'année en NXT TakeOver. C'était Brotherweight contre Undisputed Era pour les championnats par équipe. Tu avais les Brotherweights qui avaient gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic un peu plus tôt dans l'année. Et ce match s'est déroulé en février, mi-février. Et c'était vraiment un match incroyable, un des meilleurs matchs par équipe de l'année, clairement. Techniquement, c'est parfait, ça combine bien. Si t'as Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Matt Riddle, Pete Dunne sur un ring, c'est waouh. Les quatre mecs sont incroyables.
T'as un peu de teasing de heel turn de Dunn sur Riddle, qui est bien amené. La fin est assez bien amenée malgré tout. Et techniquement, le match est parfait, quoi. Techniquement, le match, wow. J'étais dedans du début à la fin, en tout cas. Et avec 4 catcheurs comme ça, c'est pas surprenant que le match finisse assez haut dans mon top quand même, puisqu'il est quand même 26e, donc c'est mon 26e match préféré de l'année. Et on passe maintenant au numéro 25 de mon top, c'était Hiromu Takahashi contre Will Ospreay lors du premier jour de Wrestle Kingdom 14. Donc voilà, c'est mon deuxième match préféré de Wrestle Kingdom, tout confondu. C'est l'un des 3 matchs de Wrestle Kingdom 14 que je sauve d'ailleurs. Et ce match est incroyable, c'est le meilleur match de l'année pour Hiromu Takahashi, clairement, le match où il m'a le plus impressionné. Oui, c'est pas contre Taiji Ishimori, même si Taiji Ishimori, c'est le mec qui me fait le plus aimer Hiromu sur un ring, mais c'est à l'époque où Hiromu m'emmerdait pas. Voilà, ça s'est déroulé tout début janvier, c'est déroulé le 4 janvier, et je trouve que Ospreay fait un match vraiment incroyable. Il carry pas le match, parce que les deux sont vraiment au même niveau dans le match, hein. Mais il y a des spots très inventifs, du bon storytelling, ça sait s'arrêter quand il faut, également, et il y a certaines séquences que j'aime beaucoup qui sont assez arrêtées dans le match, mais vers la fin, il n'y a plus rien qui s'arrête, et le match gagne vraiment, est grandiose en fait, à la fin, le match est vraiment grandiose, et Hiromu Takahashi fait une excellente performance. Hiromu Takahashi qui s'était blessé pendant 1 an et là qui revient. Là, il a un match pour le titre junior et ce match est absolument incroyable. Et on va passer maintenant au numéro 24 de mon top. C'était Go Shiozaki contre Kaito Kiyomiya dans le N1 Victory 2020. C'était le jour 6. C'était le dernier jour des blocs du N1. C'était l'avant-dernier jour donc du N1, le dernier match. C'est le main event du dernier jour de bloc du N1 et c'est clairement le match le plus important en soi à part la finale et tu le ressens clairement, quoi. Shiozaki contre Kiyomiya, c'est deux mecs qui avaient fait un match incroyable en début d'année, j'en parlerai tout à l'heure dans mon top, et là ils se redonnent des pains sur la gueule, des atémies, des waouh, c'est franchement la psychologie du match est incroyable. Si tu sens que les deux mecs se respectent, quand même, Kiyomiya c'est un peu le dernier pote qui reste à Shiozaki après la trahison de Katsuhiko Nakajima. Et en plus, c'est pour aller affronter Katsuhiko Nakajima en finale. Donc là, Shiozaki, il se dit, ouais, il a envie vraiment d'aller démolir Nakajima, mais Kiyomiya également. Et Kiyomiya, il veut prendre sa revanche sur Shiozaki. Et ce match, en termes de storytelling, il est incroyable. Et ça dure 25 minutes. Le match dure 25 minutes. Et franchement, j'aurais espéré qu'il dure plus longtemps. Mais ça reste fabuleux. Et si ça avait duré plus longtemps, ça aurait clairement été plus haut dans mon top. Et là, il est quand même 24e. Donc, pour dire à quel point j'ai adoré le match. Donc, du coup, on va passer maintenant au 23e match de mon top. C'est AJ Styles contre Daniel Bryan. C'est le seul match solo des deux hommes, qui est dans mon top d'ailleurs. Et ça s'est déroulé à SmackDown du 12 juin. C'était la finale du match pour le tournoi intercontinental, pour le titre intercontinental, pardon. Et techniquement, le match est parfait. Techniquement, le match est incroyable. À un moment, tu as des contres d'AJ Styles, mais c'est incroyable. Et des contres de Daniel Bryan aussi, je m'en rappelle. À un moment, tu as AJ Styles qui fait un pele kick et Daniel Bryan qui compte, qui le prend en ankle lock. Et c'est magnifique. Franchement, tout le match est parfait. Il n'y a pas de botch. C'est AJ Styles, Daniel Bryan. Ça dure quasiment 40 minutes. Donc, quand tu as 40 minutes de catch entre les deux mecs, où les pubs sont même pas dérangeantes, c'est incroyable. Franchement, les pubs m'ont même pas dérangé. Enfin, les coupures surtout, parce que je l'ai vu en replay. Mais AJ Styles contre Daniel Bryan, c'est clairement le meilleur match solo qu'on a eu chez WWE, hors match cinématique, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est clairement vraiment le meilleur match simple, 1 contre 1, pur, in-ring, qu'on a eu chez WWE cette année. Et sans conteste, clairement. Et avec les deux catcheurs, ce n'est pas surprenant, mais en tout cas, je le conseille fort. C'est vraiment un masterclass de technique. Du coup, on va passer au numéro 22 de mon classement. C'était Ace Austin contre Willie Mack à Impact Wrestling Rebellion. C'était un match où Ace Austin défendait son titre X Division. C'est clairement bon. Tout est bon. Ace Austin, au début de match, il y a un heel work génial quand il commence à sortir du ring et tout. Plusieurs fois qu'il ne veut pas catcher. Je trouve son heel work vraiment génial. Après, il revient dans le ring et quand c'est dans le ring, c'est magnifique, quoi. Et tu sens que les deux mecs se lâchent. Ils enchaînent des moves mais incroyables. Et Ace Austin fait une performance incroyable. Willie Mack également. Et Willie Mack, il est impressionnant parce que par rapport à son physique, comment il bouge, c'est magnifique. Et Willie Mack, c'est clairement un des meilleurs in-ring qu'on a à Impact. Ace Austin, en matière de heel work, est fabuleux durant le match. Et clairement, ça m'a fait adorer le match comme jamais, clairement.
entre Ace Austin et Winnie Mac pour le titre X-Division. C'est d'ailleurs le meilleur match X-Division de l'année du côté d'Impact. Et on va rester du côté d'Impact, puisque mon 21e match de l'année était à Hard to Kill, c'était Michael Elgin contre Eddie Edwards. C'est le deuxième de leurs 7 affrontements 1 contre 1 qu'ils ont eu entre janvier et mars. Donc pour dire, voilà. Ils en avaient eu un premier qui résumait bien toute la haine qu'il y a entre les deux au Impact d'avant. D'ailleurs, c'était Michael Elgin qui avait gagné au Impact d'avant. Et là, ils se sont retrouvés juste quelques jours après, 5 jours après, à Hard to Kill, et ont délivré une performance incroyable avec des spots géniaux, du drama, du suspense. C'est tout ce que j'aime techniquement, c'est génial. Des grosses prises strong, powerhouse de la part de Michael Elgin qui va défoncer le dos d'Eddie Edwards avec ses powerbombs, ses souplexes. C'est vraiment génial. Et Eddie Edwards qui va avoir des retours vraiment géniaux et captivants. En tout cas, le match m'a vraiment captivé. Et Eddie Edwards, en termes de facework, c'est génial. Et tu sens clairement qu'il se bat contre un mec qui veut lui péter la gueule. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça qu'il est 21e de mon top. Et du coup, on va rentrer dans le top 20 de mon classement des meilleurs matchs de l'année 2020. Et le 20e, c'est Kaito Ishida contre Keisuke Okuda. Oui, je me remets à parler de Dragon Gate. C'était l'opener du Kobe Pro Wrestling Festival. Alors clairement, c'est encore meilleur que le premier match qu'ils ont eu au Gate of Destiny, que j'aurais d'ailleurs pu mettre dans mes mentions spéciales, leur match du Gate of Destiny. Mais Kaito Ishida contre Keisuke Okuda, ça dure 11 minutes. Ça dure 11 minutes et les kicks sont incroyables. Le selling est insane. Franchement, qu'est-ce que t'attends de la part de Ishida et Okuda? Et c'était encore meilleur que le Gate of Destiny, et ça m'a vraiment marqué. Parce que déjà, le match du Gate of Destiny, j'avais trouvé ça fabuleux. Et là, tu sais, il est 7h du matin, t'attends le show avec impatience, c'est le plus gros show de l'année de Dragon Gate, et ils te foutent ça en opener, tu te dis putain, quoi, les mecs, que des fous, que des tarés, quoi. Et l'équipe de Kaito Ishida dans le match, mais limite, t'as mal pour Okuda, sauf qu'Okuda, il arrive à répondre, il arrive à foutre des grosses prises. Le sleeper roll d'Okuda est aussi très strong, très porté violemment. Et je trouve certaines prises vraiment géniales. Et clairement, le match, c'est du slugfest. C'est comme j'en ai un peu parlé dans ma review de Wrestle Kingdom, ce match-là, c'est le Shingo Cobb du riche en fait. Et c'est 11 minutes absolument fabuleuses qui résument le talent de Kaito Ishida, 25 ans, futur de Dragon Gate. Voilà, c'est un match pour le titre Open the Brave. Et donc, on va passer maintenant au 19e match de l'année. Selon moi, c'était pour moi le meilleur match qu'on a eu à NXT. C'est DIY contre Mustache Mountain à Worlds Collide, donc NXT contre NXT UK. Alors, ce match, en termes de storytelling, je le trouve fabuleux. C'est la réunion des DIY, Gargano et Ciampa qui sont de nouveau en équipe. Et Mustache Mountain, c'est de l'incroyable babyface, c'est du face contre face, mais tu sens clairement qu'il y a de la nouvelle connexion entre DIY, Mustache Mountain, en matière de respect dans le match, je trouve ça vraiment touchant en fait. Le match est vraiment touchant, le drama est incroyable, et en matière de storytelling, pour le retour de DIY ensemble, je trouve qu'ils auraient vraiment pas pu faire mieux parce que tu sens clairement que les mecs sont heureux d'être là, et en termes de catch, bah t'as Ciampa, t'as Tyler Bate dans le match, quoi. Je veux dire, t'as Trent Seven également, Johnny Gargano. Ça peut pas être mauvais en fait. Et le match est évidemment incroyable. Et pour moi, c'est un 5-star en tout cas. Donc du coup, ensuite, on va passer au 18e match de l'année. C'est selon moi le 3e meilleur match de l'année chez Dragon Gate. C'est Naruki Doi contre Susumu Yokosuka au Dragon Gate Champion Gate in Osaka le jour 1. Ça s'est déroulé le 1er mars. Ce match-là, donc c'est aussi un 5-star, hein, puisque de toute façon, maintenant, à partir de maintenant, tout est 5-star. C'est l'affiche la plus protégée de l'histoire de Dragon Gate. Les deux mecs sont là depuis Toryumon. Les deux mecs sont là depuis le début de Dragon Gate. Ils se sont jamais affrontés en 1 contre 1. Doi a pris son premier titre après Yokosuka, il a pris son premier Dream après Yokosuka. Il a repris le Dream avant que Yokosuka le reprenne une deuxième fois. Yokosuka en a eu marre, alors qu'au début c'était censé être vraiment c'était présenté par Dragon Gate comme étant le futur leader de Dragon Gate pendant une décennie, quoi. Et Yokosuka, il a jamais réussi à retrouver le Dream Gate une deuxième fois. Et ce match en matière de drama, de storytelling, c'est juste touchant, incroyable. Il pouvait pas faire mieux, clairement. Yokosuka fait une performance dantesque. Tu crois, t'as envie d'y croire pour Yokosuka, et c'est magnifique parce que Naruki Doi, tu sens clairement que le mec il veut pas défoncer trop Yokosuka, clairement.
sens clairement que le mec il veut préserver Yokosuka, parce que Yokosuka il est un peu pété de partout également, comme un Yoshino, comme un BX Bulk. Naoki Doi d'ailleurs c'est le mec de Toryumon qui est le moins pété de partout, hein, d'ailleurs le mec de cette époque-là qui est le moins pété de partout, Naoki Doi. Et tu sens clairement qu'il veut pas trop défoncer Yokosuka et, et c'est juste un Toryumon contre Toryumon avec le respect que tu peux avoir entre deux mecs qui se connaissent depuis plus de 15 ans. Et les deux mecs se sont jamais affrontés, alors le match est d'autant plus beau. Et pour moi, c'est le 18e meilleur match de l'année 2020. J'aurais pu le mettre plus haut, mais voilà, c'est clairement le match. J'en ressors, voilà, c'est assez touché quand même. Et du coup, on va parler maintenant de mon numéro 17 de l'année 2020. C'était le Royal Rumble match masculin. Alors, je trouve le booking de ce Royal Rumble match vraiment génial. La domination de Brock Lesnar au début est incroyable jusqu'à l'arrivée de Drew McIntyre et on sait ce qui s'est passé par la suite. Mais le retour de Edge, voilà, émotion. Euh, Drew McIntyre qui sort Lesnar du Rumble, incroyable. Toute la première partie de Rumble, mais tu te dis, mais putain, mais qui c'est qui va éliminer Lesnar, quoi? Le mec, il sort tout le monde. Il sort Kisly et Braun Strowman en même temps. Tu te dis, putain, le mec est tellement fort, en fait. Et Drew McIntyre, il n'y a pas un meilleur moyen pour créer une star. La réunion Rated RKO est magnifique. C'est le booking parfait, selon moi, ce Royal Rumble match. Malgré ce qu'on peut dire de Lesnar qui aurait trop dominé, mais moi je trouve ça vraiment génial pour builder encore plus fort McIntyre. Donc ça me convient clairement. Et maintenant, on va parler de mon numéro 16 de l'année. C'était Eita, Kaito Ishida, Ashigureko, SB Kento et Hip Hop Kikuta contre Masato Yoshino, Naoki Doi, Genki, Horiguchi, Susumu, Yokosuka et Dragon Kid. C'était un 5 contre 5 au Dragon Gate Final Gate. C'était un loser unit must disband. Donc le clan perdant devait obligatoirement disband. Et le match, en termes de drama, est fabuleux. C'est l'acting de Masato Yoshino en début de match. Tu sens que le mec est sur une autre planète, quoi. Yoshino, si je le répète, pour moi, c'est le meilleur catcheur de l'histoire de Dragon Gate. Clairement, je marque super fort sur Masato Yoshino. C'est waouh. Mais quand tu le vois arriver comme ça, tellement, mais dans le match, tu sens vraiment qu'il veut leur péter la gueule, mais il s'occupe même plus de ses potes, quoi. Le mec, il est juste dans sa bulle. Et il est fabuleux. Et quand il fait un gros low blow sur Eita à un moment, et il regarde à terre, mais il le regarde, mais waouh, il est transpercé par son regard, mais c'est magnifique. Alors qu'il a fait ça à Eita, et Eita, c'est le mec qui est, malgré sa perte du titre Open the Dream, c'est le mec qui est présenté un peu comme un dieu vivant avant le match, quoi. Et Yoshino, il s'en fout et il défonce tout. Et à un moment, Yoshino également, t'as Kaito Ishida qui défonce tout le monde. Et t'as Yoshino qui arrive en dernier et qui réussit à contrer Kaito Ishida. Et il le fout au sol, quoi. Il s'en bat les couilles, Yoshino, dans le match. Il est incroyable. Après, t'as le face work de Dragon Kid. Je vais pas trop spoiler le match, mais le face work de Dragon Kid est magnifique, hein, clairement. SB Kento, c'est une star. Voilà. SB Kento, il est là, t'as la star. Tu peux pas créer mieux comme star avec SB Kento. Kaito Ishida, encore une fois, les kicks sont magnifiques. Le storytelling avec le pile driver de Kazuma Sakamoto sur Yokosuka, c'est un peu, en fait, Yokosuka, c'était le dernier des trois grandes légendes de Toryumon qui restaient dans le match avec Yoshino et Naoki Doi. C'était Yokosuka le dernier qui restait. Et Sakamoto lui fout un gros pile driver sur une chaise, comme Eita avait fait à Masato Yoshino pendant le Dangerous Gate, parce que c'était le dernier adversaire de Red qui restait. J'ai trouvé ça super intelligent. Un super bon callback. Et tout le match en storytelling est parfait, quoi. C'est l'un des meilleurs matchs de l'année de Dragon Gate, probablement le meilleur multiman match ever. Clairement, je le dis, pour moi, c'est probablement le meilleur multiman match ever. Ça, le Red contre Toryumon est clairement, en matière de drama storytelling, c'est fabuleux. Donc, du coup, on va rentrer maintenant dans le top 15 et le 15e match, c'est le premier des deux matchs d'All Japan dont je vais parler dans ma vidéo. C'est Suwama contre Zeus pour le titre Triple Crown. Alors en fait, le match est basé sur le fait que Zeus a blessé Suwama au bras pendant le Champion Carnival. Zeus a gagné tous ses matchs du Champion Carnival à part la finale avec une soumission. Donc il a soumis Zeus. Voilà, il va retenter plusieurs fois sa soumission pendant le match. Suwama va réussir à s'en défaire. Et le match, c'est du Suwama, quoi. Suwama, il pète la gueule de Zeus. Des moments, il fout des atémies, des powerbombs. C'est incroyable. Et Suwama, quand il fait un dropkick, évidemment, Suwama, pendant le match, il a un spot, il fout 2 dropkicks, mais c'est magnifique, quoi. C'est le seul mec, Suwama, qui peut me faire pop avec un dropkick.
le mec est incroyable. Et en termes de storytelling, de selling, de performance de selling, le match est fabuleux, quoi. La performance de selling de Suama pendant le match est fantastique. Il y a un peu d'overselling, mais moi, ça me dérange absolument pas personnellement. Mais la performance de selling de Suama, que ce soit du bras, des jambes, est fantastique. Et Zeus, clairement, ça l'établit à un autre level, quoi. Depuis qu'il a gagné le Champion Carnival, là, il a sa chance une semaine après avoir gagné le Champion Carnival. Et tu ne pouvais pas faire un meilleur match de Triple Crown pour mettre Zeus à un autre level. Un level au-dessus. Et donc du coup, le match est numéro 15 de mon top. On va passer maintenant au numéro 14 et c'est le meilleur match du G1 Climax 30 selon moi. C'était Tomohiro Ishii contre Kota Ibushi. C'était également le deuxième match qui m'a hypé le plus de G1 Climax après Hiroshi Tanahashi contre Zack Sabre Jr. qui n'est malheureusement pas dans mon top. Et avec grande déception de ma part d'ailleurs qu'il n'y ait pas de Tanahashi Zack Sabre dans mon top. Mais donc du coup, Tomohiro Ishii contre Kota Ibushi, c'est juste deux monstres, quoi. Deux monstres, ils se pètent la gueule, des coups d'avant-bras, des nocelles. C'est un peu moins bon selon moi que leur match du G1 Climax 28, mais ça reste un 5-star, quoi. Ça reste un 5-star et le match est fabuleux, ça dure une vingtaine de minutes et clairement tu les sens pas passer. C'est le seul 5-star de ce G1 Climax. C'est Kota Ibushi dans ses nocelles, il est tellement mais fabuleux, tu le vois, tu te dis putain le mec c'est un monstre en fait. Et Ishii c'est un gros brawler vraiment qui va péter la gueule, il va foutre des coups d'avant-bras ultra violents et Ibushi va rien sentir. Et dans ce genre de match, le nocelle ça me dérange absolument pas et même j'aime beaucoup ça. Et clairement, ce match c'est selon moi le meilleur match de G1 Climax 30 et c'est le 14e meilleur match de l'année. On passe maintenant à mon 13e match de l'année, mon numéro 13, c'est le meilleur match féminin de l'année selon moi, c'est Giulia contre Syuri à Stardom Osaka Dream Cinderella, ça s'est déroulé le 20 décembre. Alors ce match, clairement, pour vous mettre en contexte, c'est deux meilleurs amis qui s'affrontent, qui sont dans le même clan, tout, c'est pour deux titres, donc pour le titre Wonder of Stardom de Giulia et le titre SWA de Syuri. Et ce match, en termes de construction, c'est une putain de leçon en fait. C'est vraiment une leçon de construction ce match. C'est vraiment toutes les séquences sont amenées à un finish parfait. Vraiment le finish est parfait. Je ne spoilerai pas le finish évidemment si vous avez envie de voir ce match. Mais franchement, je ressors de ce match clairement en tremblant. C'est tellement rare que je ressorte d'un match en tremblant. Et ça m'a marqué. Ce match m'a juste vraiment marqué. Et Julia et Syuri foutent une performance absolument fabuleuse, des spots vraiment bien gérés, une construction méthodique et parfaite. C'est leurs séquences en dehors du ring, que ce soit la première ou la deuxième, sont très très bien pour amener à la fin. Les kicks de Syuri sont géniaux, les réponses de Julia avec ses coups d'avant-bras sont parfaites. Et à la fin, et à l'après-match, quand elles se prennent dans les bras, qu'elles pleurent et qu'elles se cassent ensemble, c'est mais tellement génial en fait. Tu ressens de l'émotion et ce match, c'est un des matchs qui m'a fait le plus ressentir d'émotion durant l'année 2020, clairement, Julia contre Syuri. C'est en termes de catch féminin le must-see de cette année 2020 selon moi. C'est le seul 5-star que j'ai mis en tout cas et c'est le meilleur match de l'année chez Stardom dans le Joshi. Voilà, il faut voir ce match. Allez voir ce match parce que ça dure une demi-heure et c'est absolument fantastique. En termes de construction, d'ailleurs, j'ai rien en termes de construction, c'est une leçon de construction. Je le dis. Et on va passer maintenant au numéro 12 de mon top. Et c'est le seul match de catch européen que j'ai dans mon top. C'est Will Ospreay contre Zack Sabre Jr. du côté de Rev Pro High Stakes. C'était pour le titre Rev Pro, le titre World de Rev Pro. Et un peu comme j'en ai parlé tout à l'heure, comme j'ai parlé tout à l'heure du match de New Beginning entre Ospreay et Sabre, c'est un peu la même chose, mais en encore mieux, en plus réactif, en plus inventif, et en plus Zack Sabre. Zack Sabre, dans son match de New Beginning, il se range un peu plus pour faire plaisir à Ospreay, voilà. Et le match de New Beginning a lieu avant le match de Rev Pro. Et dans le match de Rev Pro, c'est vraiment ultra technique à la Zack Sabre, et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé encore plus. Et Ospreay, il va avoir des spots, il n'y a pas de souci. Mais Zack Sabre, c'est à chaque fois que c'est au sol, c'est magnifique. Et Zack Sabre, il n'y a pas meilleur mec pour faire briller Will Ospreay. De toute façon, Zack Sabre, il n'y a quasiment pas meilleur mec pour faire briller quelqu'un sur un ring de toute façon. Donc, c'est clairement logique qu'un match comme ça se retrouve très haut dans mon classement. Et c'est de loin
l'un des meilleurs matchs que j'ai vu dans le circuit européen. C'est probablement le deuxième meilleur match que j'ai pu voir en Europe en tout cas. Et donc du coup, on va passer maintenant au numéro 11 de mon top. On se rapproche petit à petit de mon top 10. C'est le numéro 11. C'est le meilleur match WWE de l'année selon moi. C'est un match cinématique. C'était un bonheur match entre AJ Styles et The Undertaker. C'était le main event de la première journée de WrestleMania. Le match est fantastique. Vraiment, la stipulation rend au match un côté vraiment spécial que j'ai adoré. Ça, c'est une grosse brawl dans un cimetière où il y a vraiment beaucoup d'intérêt, où Styles veut clairement foutre à la retraite Undertaker. Styles a un excellent heel work et l'Undertaker il fait des fuck à AJ Styles. Il lui dit mais mec, mais t'es un petit et il le démonte. Et il y a des spots qui sont vraiment géniaux. Il y a un peu d'intervention, mais pour moi c'est intelligent. Pour moi, les interventions sont intelligentes dans le match. Et clairement, bon là, c'est clairement du pur match cinématique. Si vous n'aimez pas les cinématiques, ça sert à rien. Mais clairement, en termes d'effets spéciaux aussi, je trouve que le match a été extrêmement bien réalisé en termes de mise en scène. Je trouve que le match est vraiment très très bien réalisé. Donc ça a joué sur ma captivation, sur, sur tout ce que j'ai retenu du match. Et franchement, le petit bâtard de Jay Styles, clairement, Jay Styles qui joue le petit bâtard, c'est vraiment génial et ça fait plaisir de voir un heel aussi bon que AJ Styles contre un vétéran légende comme The Undertaker. Et c'est pour moi le numéro 11. Et on passe maintenant à mon 10e meilleur match de l'année. On rentre dans le top 10. Et c'est un match qui est déroulé à Impact Wrestling Slammiversary. C'était le main event. AJ Edwards contre Ace Austin, contre Rich Swann, contre Eric Young, contre Trey Miguel dans un five-way pour le titre mondial rendu vacant un peu plus tôt par Tessa Blanchard. Donc du coup, ce match du début à la fin est parfaitement bien booké, avec des spots magnifiques, notamment un gros Canadian Destroyer à l'extérieur du ring de Rich Swann sur Trey Miguel, que j'ai trouvé vraiment fantastique. C'est clairement, tu crois vraiment, tu as envie d'y croire pour Ace Austin. Il y a des super échanges, super moves. Eric Young, sa performance d'acting dans le match est fantastique. Clairement, quand il pète la jambe de Rich Swann, et derrière, tu as le Rich Swann combatif qui veut continuer, qui essaye d'y arriver et tout, et c'est fantastique. Quoi. Eric Young, bon, je peux le spoiler parce que bon, sinon, j'ai pas grand chose à dire sur le match. Eric Young se fait éliminer un peu en chip par Rich Swann pendant le match. Et, euh, et après, Eric Young mais démonte la jambe de Rich Swann, mais je trouve ça tellement fantastique. Et tu sens clairement que tu as un nouveau Eric Young en World Class Maniac, qui est Eric Young qui fait la fin d'année qu'on connaît, absolument fantastique, dont j'ai parlé d'ailleurs dans mon top 10 des meilleurs catcheurs de 2020 aux US. Et donc du coup, ça lui vaut ma 10e place dans mon classement de 2020. Et on va passer maintenant à la 9e place et à selon moi ce qui est le meilleur match d'All Japan Pro Wrestling de l'année 2020. C'est Suwama, évidemment Suwama contre Shuji Ishikawa, All Japan Pro Wrestling Summer Action Series, jour 3. Alors ce match, c'est un match entre deux partenaires d'équipe, Suwama et Shuji Ishikawa, qui forment ensemble les Violent Giants. Et c'est la deuxième défense de Suwama du championnat Triple Crown. Et waouh, quoi. Les mecs se pètent la gueule, mais un point, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point les atémies, les clotheslines, les powerbombs sont violentes. C'est les coups d'avant-bras, les headbutts d'Ishikawa, c'est clairement fantastique. Pour moi, c'est le meilleur match de Triple Crown et le meilleur match de All Japan de l'année 2020. C'est un match que j'ai aucun mal à citer dans les meilleurs matchs de l'année. Voilà, c'est mon 9e match de l'année. J'aurais peut-être pu le mettre plus haut, mais ça reste en tout cas un match absolument fantastique où Suwama fait du Suwama, où il a des moves fantastiques, strong, fort. Suwama, c'est pas quelqu'un qui a un gros moveset. Hein. Suwama, c'est quelqu'un qui a vraiment un petit moveset, mais à chaque fois qu'il fait un move impressionnant, et à chaque fois même quasiment qu'il fait un move, c'est impressionnant en fait. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure dans le match contre Zeus, là, il refait des dropkicks contre Ishikawa, et les dropkicks, il les réserve souvent pour les matchs de Triple Crown. Et moi, je trouve ça fantastique, les dropkicks de Suwama, personnellement. Donc voilà, mais clairement, le fait que ce soit deux meilleurs amis, que le storytelling soit tourné autour de ça, rend le match vraiment très très haut en termes de storytelling. Et clairement, c'est du pétage de gueule avec respect et c'est absolument fantastique. Du coup, on passe maintenant à mon 8e match préféré de l'année 2020. C'était mon meilleur match de l'année pour moi chez DDT. C'est Masato Tanaka contre Tetsuya Endo au Wrestle Peter Pan. Clairement, le but du match, c'est de savoir si Endo va enfin réussir à sortir du Peter Pan avec le titre KOD Openweight, donc le titre majeur de la DDT.
Clairement, le but, c'est de savoir ça. Et Endo, tu sens qu'il va tout donner. Limite, Endo, c'est le face pendant le match. Clairement, tu sens que c'est lui que tu veux praise. Et la performance de selling d'Endo est fantastique. Le selling de la jambe, mais waouh! Et le travail de la jambe de Tanaka est incroyable aussi, hein. Il y a des spots vraiment géniaux. Il y a un splash à travers une table de Tanaka contré par Endo. Sauf qu'Endo, il le contre, il met ses genoux. Et enfin, voilà. Et Endo scelle vraiment tout le match comme un génie, et c'est clairement digne d'être un main event de Peter Pan, parce que selon moi, c'est le meilleur match qu'il y a eu ever chez DDT. Juste derrière, non, je mets quand même le Takeshita Endo du Peter Pan 2019 avant, mais clairement, deux main events du Peter Pan d'affilée, les deux meilleurs matchs de l'histoire de DDT, voilà. Euh, mais clairement, tu sens à huis clos, clairement, c'est le meilleur match à huis clos, hein, ce match, et tu sens qu'à huis clos, les mecs ont réussi à foutre quelque chose de fantastique, vraiment. Mais tu te dis s'il y avait eu de la foule, mais qu'est-ce que ça aurait été quoi. S'il y avait eu de la foule, je l'aurais mis sans doute vraiment plus haut. Et en tout cas, ce match reste gravé dans la mémoire, en tout cas par rapport à l'année 2020. Et on va passer maintenant au numéro 7 de mon classement. C'est le deuxième meilleur match de l'année aux US. C'est le meilleur match de l'année Impact. C'était Eric Young contre Rich Swann à Impact Wrestling Bound for Glory. Ce match dure environ 20-25 minutes. C'est clairement digne d'être le main event du plus gros show de l'année, hein. Voilà. Rich Swann, face work, fantastique. Eric Young, heel work, fantastique. Tu mets un heel, un face, ça fonctionne et c'est fantastique. C'est clairement le match la preuve que t'as pas besoin, même s'il y a beaucoup de storytelling dans le match, et là, il sort d'une rivalité vraiment que j'avais trouvé géniale, mais clairement ce match c'est la preuve que tu as juste besoin de foutre un heel et un face et que tu peux avoir un classique, quoi. Et pour moi, le match Young contre Swann, c'est un classique parce que clairement, c'est le travail de la nuque d'Eric Young qui commence tôt dans le match. En fait, Eric Young qui veut d'abord travailler la jambe de Rich Swann, ce que je trouve très intelligent étant donné qu'il l'a blessé pendant toute la rivalité et que que Rich Swann s'était blessé à la jambe en plus en début d'année. Et toute l'année tourne sur la blessure un peu à la jambe de Rich Swann. Et là, Eric Young il travaille la jambe. À un moment, Rich Swann fait une petite erreur dans le match et il se blesse un peu à la nuque. Et Eric Young travaille la nuque. Et je suis dans le match, mais il y a des moments où je suis en mode Eric Young, oublie pas de travailler la nuque, oublie pas de travailler la nuque, tellement je suis investi, je suis comme ça, je suis le coach là. Et t'as Eric Young qui commence à travailler la nuque et je me dis putain, il est fantastique ce mec. Et non, clairement, le match est incroyable. Euh, la résurrection de Rich Swann après sa blessure, le storytelling, c'est vraiment génial. Il n'y a pas trop de storytelling, c'est plus en performance de selling de Rich Swann que j'ai absolument adoré. La performance de selling de Rich Swann, que ce soit de la nuque ou la jambe, il oublie jamais rien, il est incroyable. Et clairement, c'est le meilleur match pour moi qu'on a eu cette année du côté d'Impact. On va passer maintenant au numéro 6. Et le numéro 6, c'est Kazuchika Okada contre Kota Ibushi à New Japan Wrestling Wrestle Kingdom 14, le jour 1. Le meilleur match pour moi largement de l'année de chez New Japan. Un match pour le titre IWGP Heavyweight, le main event de la première journée, donc comme je l'ai dit. Okada fait pas une performance sensationnelle, mais Kota Ibushi fait probablement l'une des meilleures performances de sa carrière. Kota Ibushi, les nocelles. Mais les nocelles de Kota Ibushi sont dinguissimes là contre Okada Kazuchika. Et tu te dis, mais waouh, certains moves sont portés. Le travail de la nuque d'Okada, qui est bien fait, contrairement à son match contre Will Ospreay, le petit pic à Wrestle Kingdom 15. Le travail de la nuque d'Okada est génial. Le selling d'Ibushi, les bumps qu'il prend, bah, tu te dis, putain, le mec est pas humain, quoi. Les bumps qu'il prend, le pile driver sur le tablier, là, wow, fantastique. Et limite, Okada joue un peu un heel, un peu respectueux quand même, tu vois, mais clairement, parce que de toute façon, tout le public veut se mettre derrière Ibushi, parce que Ibushi n'a jamais eu le titre heavyweight, et le match est un peu autour de ça. Tu as Okada qui porte certains dropkicks fabuleusement. Enfin, il met over Ibushi comme jamais. Et clairement, ce match, pour moi, mérite amplement d'être cité dans les meilleurs matchs de l'année. Et c'est mon numéro 6. On va parler maintenant plus en détail de Pro Wrestling Noah, puisqu'on va parler de Noah The Best Final Chronicle avec mon numéro 5. C'était Koshi Ozaki contre Takashi Sugiura. Je vais en parler encore après Noah, rassurez-vous, voilà. Noah, ils ont fait tellement de classiques cette année, voilà. D'ailleurs, il y a 3 matchs de Noah dans mon top 5, petit spoiler. Et du coup, Goshi Ozaki contre Takashi Sugiura à Noah The Best Final Chronicle. C'est un match absolument fabuleux, ça dure 52 minutes. Et waouh, c'est juste, tu sors le match, mais tu sors du match, tu te dis putain, comment les mecs peuvent faire ça? En plus, après avoir foutu 2 autres classiques en début d'année et un peu plus en fin d'année, Noah, je parle pas Shiozaki et Sugiura, là c'est le meilleur match de l'année pour Sugiura, hein, clairement.
il n'y a pas mieux pour Sugiura cette année. Et donc, en fait, le match se réfère à leur premier match qu'ils ont eu, parce qu'à la mort de Mitsuharu Misawa, Go Shiozaki, qui était vraiment l'élu par Mitsuharu Misawa, prend un titre le lendemain, le titre est rendu vacant, et Go Shiozaki prend le titre le lendemain de la mort de Misawa. Et 200 jours plus tard, c'est Sugiura qui parvient à lui prendre. Sugiura qui parvient à prendre le titre de l'élu de Misawa. Et là, c'est un peu la même chose, où tu as de certaines superbes références donc à leur match de 2009, avec Sugiura qui tente son Avalanche Olympic Slam, Shiozaki qui arrive à le contrer vraiment dans un dernier élan de désespoir. À la fin, tu as Sugiura, il se dégage de quelques lariats quand même. Et tu sais pas, moi, j'avais vraiment beaucoup de suspense dans ce match et jusqu'à la fin, tu sais pas qui va gagner. Tu te dis, putain, est-ce qu'ils vont finir en time limit draw? Ben, la réponse est non, vu que le match dure 52 minutes. Mais tu te dis, mais waouh! Waouh, hein, Go Shiozaki contre Takeshi Sugiura, clairement, c'est un des meilleurs matchs de l'année. Ça me choque même pas qu'on dise que c'est le meilleur match de l'année. De toute façon, c'est 52 minutes vraiment de pure masterclass. Les coups qui s'échangent sont incroyables. Les coups d'avant-bras de Sugiura sont tellement stiff. C'est voilà, fantastique. À un moment, il prend Shiozaki, il le fout contre le coin assis, contre le coin. Il fout des coups d'avant-bras, il le lâche plus, il lui fout des coups d'avant-bras. Et je trouve ça incroyable. Voilà. Et pour mon plus grand bonheur, c'est un des meilleurs matchs de l'année. Et on passe maintenant au numéro 4 de mon top. C'est le meilleur match de l'année de chez Dragon Gate. C'est le Steel Cage Survival Dangerous Gate match. C'était Big Shimizu contre Eita, contre Yamato, contre Kai, contre Bibi Hulk, contre Masato Yoshino. Le match du Dangerous Gate, c'est un masterclass de storytelling. Pour moi, c'est le deuxième meilleur Steel Cage de l'histoire de Dragon Gate, derrière le Seven Way qu'il y avait eu du côté de Dead or Alive 2018. Clairement, c'est à la trahison de Kai sur Yamato, Kai qui rejoint le clan Red. C'est amené tellement intelligemment parce qu'au début, tu sens que Kai il veut pas décrocher le drapeau. En fait, le but du match, c'est un peu de décrocher. Tu as 5 drapeaux pour 6 participants et il y a des stipulations comme quoi chaque participant perd. Il a certains, on va dire, entre guillemets, gages. Et Kai, s'il sortait en premier, il rejoignait le clan Red. Et Kai trahit Yamato, sort en premier, rejoint le clan Red. Pour ma plus grande incrédulité, je n'y croyais absolument pas que ça allait se passer. Et vu l'intérêt que ça a donné à Kai, c'est une chose excellente. Masato Yoshino, tout le truc autour de s'il perd, sa carrière est terminée. Il se retrouve à la fin avec Shimizu, je trouve ça fabuleux. Voilà, waouh. Masato Yoshino dans le match est incroyable. En plus, t'as Eita qui va encore plus le démolir. Et Eita, il lui fout un gros pile driver sur des chaises, tout le clan Red. Tu sens clairement la suprématie du clan Red. Waouh, tu vois le clan Red là rentrer dans la cage, attaquer Yoshino. Tu te dis putain, les mecs, quand même. Et ils sont tous autour d'Eita. C'est Eita qui le commande. Eita, et Eita, je parle de l'après-match, où Eita devient littéralement Dieu. Hein. C'est clairement ça. Et bon, je ne dirais pas ce qui s'est passé pendant l'après-match pour pas spoiler le match du Dangerous Gate Steel Cage, mais clairement l'après-match est fantastique. Il me fait mettre encore ce match plus haut que ce qu'il avait été sans l'après-match, hein, clairement. L'après-match du Dangerous Gate, pour moi, c'est un des moments de l'année. Hein. Et enfin voilà. Tout le match est fantastique et même Bibi Hulk, pété de partout, il sort une performance dingue. Donc c'est tout ce que j'aime. Donc du coup, ensuite, on va passer à mon top 3 de l'année. Et en troisième position, on va parler d'AEW. Voilà, l'un des 3 matchs de AEW dont je parle dans mon top 50. C'est Adam Page et Kenny Omega contre les Young Bucks à All Elite Wrestling Revolution. Et ce match, c'est le meilleur match par équipe de l'année, l'un des meilleurs matchs par équipe que j'ai pu voir. En fait, tu as la première partie du match qui est très très basée storytelling. Clairement, la première partie du match, c'est du storytelling, avec même Adam Page qui est au bord de se faire dégager de l'élite et qui clairement, il en a marre d'être dans l'élite, il en a marre d'être pas considéré par Omega et les Young Bucks. Pourtant, t'as Omega qui le considère et tout, et Page se sent pas à l'aise en fait dans l'élite. Et Page, au début du match, vraiment, il regarde Nick Jackson, il lui crache dessus, mais je trouve ça tellement génial. Et les Young Bucks, au début, ils vont pas trop être Spotfest. À la fin, ils vont être un peu plus dans le Spotfest. Mais le match reste en tout point intelligent. Hein. Clairement, le match est ultra intelligent. Et c'est pour moi un des meilleurs matchs de l'année. Le meilleur match qu'on a eu aux US cette année, le meilleur match de l'histoire de l'Elite Wrestling. Enfin, même si la courte histoire de l'Elite Wrestling, vu qu'ils ont été créés en 2019. Mais la performance d'Adam Page dans le match est fantastique. Kenny Omega également, même si on le voit moins et il suscite moins d'intérêt qu'un Human Page, étant donné le storytelling du match. Et
Tu as aussi de jolis teasing de heel turn de la part d'Eggman Page qui renforce encore un peu plus le drama de ce match. Donc c'est génial et ça lui vaut ma 3e place de l'année. Et on va maintenant plus parler que de Noah, puisqu'on arrive à mon top 2. Et mon 2e meilleur match de l'année, c'est Go Shiozaki contre Kaito Kiyomiya à Noah New Sunrise. C'est un match qui s'est déroulé le 4 janvier. Le match est tout simplement fantastique en fait. J'ai pas de mots, ça dure 28 minutes, tout est incroyable. La foule qui gueule pour Kiyomiya, et Shiozaki qui est aussi babyface, Shiozaki c'est ça le pire. Et Kiyomiya c'est le petit jeune prodige de Noah qui a enfin eu le titre Gaethje Heavyweight. Et, euh, et Shiozaki à des moments dans le match il le défonce, il fout des atémis à l'extérieur du ring, mais c'est génial. T'as aussi un super travail du bras de la part de Kaito Kiyomiya qui va en tout début de match jeter le bras de Shiozaki. Il va se jeter avec Shiozaki en tenant son bras sur la barrière de sécurité à l'extérieur du ring depuis le tablier. Le spot est fantastique. Il y a certaines prises qui sont portées au niveau de la nuque qui sont fabuleuses. Les close lines de Shiozaki sont incroyables. À un moment, il tourne, il fait un backfist, il refout une grosse close line dans la nuque de Kiyomiya. Le sling de Kiyomiya est fantastique. Et Kiyomiya, de toute façon, c'est un catcheur qui se fait beaucoup dominer dans son style de catch. Et là, il met over Shiozaki. Bon, il n'y a pas besoin de mettre over Shiozaki, hein, clairement, mais il met over l'offense de Shiozaki à merveille. Et clairement, c'est un match qui prouve clairement que le futur de Noah s'appelle Kaito Kiyomiya. Et la fin est bien amenée, tout. Hein, le selling de Shiozaki est génial, la jambe, tout, il n'oublie rien. Shiozaki, un des meilleurs sellers au monde. Et on va passer maintenant à mon numéro 1 de l'année 2020. Et il y a encore Go Shiozaki, puisque oui, Go Shiozaki est dans tous les matchs de Noah dont je parle. Go Shiozaki contre Katsuhiko Nakajima à Noah 20th Anniversary The Chronicle Volume 4. Ça s'est déroulé le 22 novembre et c'est sans contexte, pour moi, l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir de ma vie. Ce match, en termes de storytelling, donc en fait, tu as Nakajima qui avait travaillé chez Ozaki un peu plus tôt dans l'année, comme j'en avais parlé, à Kawasaki Go. Nakajima qui a depuis rejoint Kongo. Et au match, direct, déjà de suite, duel de regard, au bout d'une minute, duel de regard. Chez Ozaki, mais les deux mecs se regardent, mais t'es tellement impliqué, c'est fou. J'ai rien que je suis émerveillé par ça. Et après, clairement, heel work de Nakajima, fantastique. Shiozaki qui vole le finisher de Nakajima pour montrer sa haine envers son ancien meilleur ami. Derrière, pendant le match, c'était un échange de 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Chop kick. Chop kick. Chop kick. La référence, elle est à Kenta Kobashi contre Kensuke Sasaki à Noah Destiny 2005 et j'ai trouvé la référence fantastique. Sauf que Nakajima, à la place, il utilise des kicks à la place des chops. Et Nakajima, il incarne clairement le mec qui veut défoncer Go Shiozaki, qui incarne donc Kenta Kobashi dans l'histoire. Et Nakajima, vraiment. Mais l'échange chop-kick qui dure 10 minutes, et à un moment, pendant le match, j'en ai pleuré. Quoi. Je me suis dit, putain, mec, les échanges, les souplexes à des moments, mais les kicks de Nakajima ont tellement d'impact, c'est des coups de fusil. J'en avais parlé pendant la review du show que j'avais faite, mais les deux mecs, c'est des machines. Quoi. Les deux mecs, tu sens que c'est clairement des machines de guerre. Et ça pouvait être rien d'autre que mon meilleur match de l'année parce que ça dure 42 minutes. Et c'est 100 fois au-dessus de mes attentes. Je m'attendais à ce qu'il foute 5 étoiles et c'est même un plus que 5 étoiles. C'est tout. C'est un des 10 meilleurs matchs ever selon moi chez Ozaki contre Nakajima. C'est un match qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touché à vie. Et ça pouvait pas être autre chose que mon match de l'année 2020. Voilà, je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir absolument. Go Shiozaki contre Katsuhiko Nakajima à Noah 20th Anniversary The Chronicle Volume 4 le 22 novembre dernier. Et c'est 42 minutes de pur catch fantastique, incroyable. J'ai même plus les mots. Voilà. Et le heel work de Nakajima est génial. Le face work de Shiozaki est génial. Il n'y a aucun des deux mecs qui a l'air plus fort que l'autre. Clairement, le suspense est là jusqu'au bout. Et voilà, faut voir ce match parce que c'est largement pour moi le meilleur match de l'année 2020 en tout cas, et je pouvais pas en mettre un autre que celui-là. Étant donné les émotions que j'ai ressenties dans ce match et le fait que je juge que c'est l'un des meilleurs matchs ever. Donc voilà, du coup c'est tout pour ce top 50. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir certains matchs que vous n'avez pas vus de l'année 2020. Comme j'ai dit un peu plus tôt en début de vidéo, il se peut qu'il y ait certains matchs que j'ai pas vus et que je pourrais adorer. Donc si vous voulez me conseiller dans les commentaires, allez-y. Et donc du coup, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je sortirai
Également, bientôt de prochaines reviews sur Noah, puisqu'on s'approche dangereusement du Nippon Budokan. Donc je vais parler de Noah, je vais continuer à en reparler. Et donc d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.